Allez, c'est parti pour notre décryptage du jour. Et franchement, on s'attaque à un concept complètement paradoxal aujourd'hui. Et si le vrai secret pour résoudre nos immenses crises économiques ou la stagnation mondiale, c'était pas de voter de nouvelles lois financières, mais plutôt de se pencher sur la dynamique ultra intime de nos relations amoureuses. C'est fou, non? Du coup, on se pose la question, est-ce qu'un simple petit déjeuner pris dans le calme peut vraiment réparer l'économie mondiale? Ça a l'air d'une blague comme ça, parce qu'en général, on se dit que les fondations de notre société, c'est du concret, des pans, de l'acier, du béton. Mais les sources qu'on analyse ici proposent un changement de paradigme assez génial. Elles suggèrent que l'infrastructure la plus puissante, en fait, elle est totalement invisible. C'est la dynamique d'un couple. Et si on arrive à réparer cette unité de base, l'effet domino pourrait tout simplement guérir la société entière. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Voici comment on va décortiquer cette idée d'ingénierie amoureuse. On verra d'abord l'innovation relationnelle, ensuite le fameux test des 4 colonnes, puis la règle des 51%, le rôle de l'IA comme miroir émotionnel, et on finira par l'impact de tout ça sur la société. Première étape, l'innovation relationnelle, ou comment redéfinir la romance comme une véritable infrastructure. En gros, il faut complètement changer de lunettes. On oublie l'idée de l'amour comme une petite magie spontanée qui tombe du ciel. Non, ici on le voit comme un système d'exploitation hyper complexe, un truc qui se gère, qui se gouverne et qui a littéralement besoin de mise à jour constante pour pas planter sous la pression. Et cette image illustre brillamment la mécanique derrière tout ça. On y voit les 3 piliers architecturaux de ce modèle. D'abord, on a la volonté, qui est un peu l'énergie brute, l'envie absolue de transformer les choses. Ensuite, il y a le méthodo, donc la méthode et la structure. Et enfin, la consapevolezza, une sorte de conscience lucide qui nous permet de bien lire la réalité pour pouvoir évoluer ensemble. Alors oui, aborder l'intimité avec une méthode stricte, ça peut paraître super cynique ou un peu froid au premier abord. Mais cette comparaison recadre parfaitement le truc. L'énergie de la passion, c'est exactement comme un feu. Si on le laisse flamber n'importe comment au milieu du salon, la maison brûle. La méthode, c'est pas un seau d'eau pour éteindre le feu, pas du tout. C'est plutôt la cheminée. Ça crée la structure parfaite pour canaliser cette chaleur en toute sécurité et vraiment réchauffer la maison. Et c'est là que ça devient hyper intéressant quand on parle de conflit. Dans cette logique, une grosse dispute ne doit plus jamais être vue comme le crash fatal du système. C'est ce qu'on appelle un point de bifurcation. C'est un peu comme une entreprise qui fait face à un bouleversement du marché. Cette crise, c'est un test de résistance absolument vital. Ça force la relation à pivoter, à s'adapter et à gérer de nouvelles complexités. Deuxième point, le test des 4 colonnes. Là, on entre dans ce qu'on pourrait appeler une vraie due diligence relationnelle. On passe à la pratique avec un test de diagnostic profondément analytique. Et attention, les sources sont très claires là-dessus. Il faut prendre au moins 5 jours de réflexion pour le faire. L'idée, c'est de laisser retomber l'émotion à chaud pour vraiment y voir clair. Voici donc les étapes super méticuleuses de ce cadre. 1. On liste ses intérêts inéluctables, en gros nos besoins vitaux non négociables. 2. On les classe par ordre d'importance. 3. On leur donne un poids en pourcentage pour que le tout fasse 100%. Et 4. L'étape décisive, on note la personne spécifique qu'on appellerait spontanément pour répondre à ce besoin précis. Ça permet de cartographier nos vrais besoins face aux capacités réelles de notre partenaire. Ce qui nous amène à notre troisième partie, la règle des 51%, ou les mathématiques du compromis. C'est ici qu'on fait le calcul final de cette fameuse 4e colonne. Et c'est là que la survie même du couple se transforme en mathématiques pures. C'est la règle d'or, le verdict. Si on additionne les pourcentages de tous ces intérêts vitaux où notre partenaire s'avère être la ressource naturelle et efficace et qu'on atteint la majorité absolue de 51%, eh bien, bingo, le système relationnel est officiellement validé. La relation a des fondations assez solides pour tenir la route à long terme. Et ce qui est affiché là montre un contraste saisissant. D'un côté, on a le fantasme hollywoodien, la quête perdue d'avance d'un clone parfait qui nous correspondrait à 90%. C'est voué à l'échec. De l'autre côté, ce modèle nous propose d'adopter la logique ultra-pragmatique d'une fusion d'entreprises. On sécurise un atout stratégique à 51%. Et pour que ça marche, on accepte en toute conscience d'élaguer les branches marginales. On fait le deuil du reste pour stabiliser le noyau dur. 4e axe, l'IA comme miroir émotionnel. Bon, une fois que notre couple est mathématiquement validé, il faut quand même survivre au chaos de la vie de tous les jours. On est d'accord? Et c'est là qu'entre en jeu un outil technologique qui fait pas mal débat. Le truc crucial à comprendre ici, c'est ce flux constant de données. Chaque jour, un couple encaisse une avalanche de stress, de problèmes pro, de contexte social. Ce sont les inputs. Ensuite, il y a le processus, où on utilise la communication et l'empathie pour digérer tout ça. Si cette phase centrale fonctionne bien, l'impact est super positif. Le stress externe ne détruit pas la relation et ça se ressent même sur notre santé physique. Et pour optimiser cette digestion quotidienne, les sources proposent d'utiliser l'intelligence artificielle.
Je sais, ça peut faire un peu peur dit comme ça, mais j'adore cette métaphore pour calmer le jeu. L'IA, c'est pas un robot sans cœur qui va remplacer nos sentiments. Pas du tout. C'est pensé comme un simple correcteur orthographique pour nos dynamiques émotionnelles. C'est juste un miroir hyper objectif qui vient souligner nos angles morts. Dans les faits, imaginez un algorithme en toile de fond qui fait office de système d'alerte précoce. Il capte une syntaxe qui devient passive-agressive, il remarque qu'on tape frénétiquement sur notre clavier, ou au contraire qu'on met des heures à répondre pour se venger. En gros, il diagnostique les schémas de communication toxiques en temps réel pour stopper l'escalade et nous éviter la fameuse dispute destructrice de 2 heures du matin. C'est quand même brillant. Et enfin, 5e et dernière partie, l'impact sur la société, la fameuse résolution macro. On va prendre un peu de hauteur. Comment est-ce que cette gestion presque clinique de nos petites histoires d'amour peut devenir un moteur de changement social massif? Regardons la réaction en chaîne. Elle est vraiment spectaculaire. Des personnes épanouies et stables dans leur couple se réveillent avec beaucoup moins de cortisol, l'hormone du stress. Ce calme mental amène des décisions d'entreprise bien plus claires, ce qui diminue la toxicité au boulot. À l'échelle macro, ça fait chuter les dépenses de santé et ça réduit carrément la polarisation de notre société. C'est fou de se dire qu'un simple petit déjeuner serein peut créer une telle efficacité économique globale. L'ambition ultime qu'on découvre ici, c'est carrément de réécrire le code des réseaux sociaux. Au lieu d'avoir des algorithmes qui monétisent notre colère et transforment le web en arène de gladiateurs, on pourrait utiliser cette même technologie d'IA et empathique pour créer des infrastructures mondiales de bien-être. Des plateformes qui récompensent enfin l'écoute constructive et qui désamorcent nos bulles de filtre destructrices. Mais bon, on ne peut pas se quitter sans se poser cette question hyper provocatrice. Si on délègue toute cette énorme charge de travail émotionnel à des algorithmes, comme on utiliserait des béquilles, est-ce qu'on ne risque pas à terme d'atrophier notre propre empathie naturelle ? Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de rester humain à l'ère de l'optimisation relationnelle absolue? C'est une réflexion assez vertigineuse pour clôturer notre exploration d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à très vite.